I got a big ego, ha ha ha. Oh, such a big ego, I got a big ego. She love my big ego, so stroke my big ego. I like to joke around a little bit, but here we go. Avant de faire la séduction, j'avais une boutique de chaises, mais C'était compliqué. Ouais. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast avec deux mecs qui s'entendent parler pendant des heures et qui ensuite vont vous apprendre qu'il ne faut pas avoir trop d'ego. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul et mon Twitter c'est selmachine.fr. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet de l'ego. Concrètement, quel est le rôle de l'ego dans votre parcours entrepreneurial ? Est-ce qu'il y a des dangers et grosso modo, voilà, quelle est notre réflexion par rapport à l'ego ? Je pense, Paul, que c'est utile de mentionner d'où vient le débat en question, parce qu'on a tous les deux lu le bouquin récent d'un auteur qui s'appelle Ryan Holiday, qu'on a tous les deux pas mal lu sur la question du stoïcisme, et il a sorti l'an dernier, en 2016, un bouquin qui s'appelle Ego is the Enemy, qui pour le coup prend le parti que, en termes de succès, si tu veux réussir dans la vie, avoir trop d'ego, c'est un danger, et il s'appuie sur tout un tas d'exemples historiques pour démontrer cette thèse-là, et on a tous les deux lu ce bouquin, et on a eu pas mal de débat sur la question et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de mettre ce débat sous forme de podcast sur Nomade Digital. Notamment, on était assez d'accord pour dire que globalement, l'ego pouvait poser problème au niveau du bonheur. Par contre, on était en désaccord sur le fait que l'ego pouvait aussi être négatif au niveau du succès. Alors que moi, je pense que globalement, l'ego, c'est plutôt une force positive pour réussir dans quoi que ce soit. Ça marche. Donc, je pense que le point indispensable avant de commencer, c'est vraiment de se mettre d'accord sur qu'est-ce que l'ego. Donc avant d'enregistrer l'épisode, on s'est mis sur papier une définition. Et la définition qu'on a trouvée est la suivante. L'ego, c'est l'image de toi-même que tu cherches à projeter au monde. Et donc dans cette définition, on a essentiellement deux gros éléments. Le premier, c'est l'ego, c'est une image de toi-même. Et deuxièmement, on a l'aspect que tu cherches à prouver quelque chose, tu cherches à démontrer cette image. Donc typiquement, je pense que l'exemple le plus frappant, disons, du danger que peut avoir l'ego, c'est un mec comme Kanye West, par exemple, qui est un artiste brillant et qui a récemment un peu implodé, qui a un peu explosé récemment, dans le mauvais sens du terme, et il a un peu fini en hôpital psychiatrique ou quelque chose dans cette catégorie. J'avoue que j'ai pas extrêmement suivi les news. Mais voilà, on a ici l'image d'un gars qui se voit comme un génie, qui se voit comme un demi-dieu à peu près, et ça a créé problème pour lui à partir du moment où il n'a pas eu le succès qu'il voulait. Il a eu des soucis financiers, il a eu des soucis avec ses marques de vêtements, etc. Et tout d'un coup, il s'est retrouvé avec... Mais après, ça c'est typiquement un truc qu'on attribue à l'ego parce qu'effectivement, il a ce caractère un peu comme ça, mais il a beaucoup changé après la mort de sa mère. Et toi, je suis pas sûr que ce soit vraiment... Toi, pour moi, le déclencheur, c'est plutôt trouvé là que vraiment... Toi, peut-être c'est un peu cette perte... le fait qu'il perde un peu pied, qu'il commence un peu à sortir de la réalité. Pour moi, c'était causé par autre chose que vraiment l'ego directement. Mais l'ego n'est pas forcément une cause, ça peut être aussi une conséquence. En termes psychologiques, ils comparent souvent le narcissique. Donc le narcissique, c'est la personne qui est totalement addicte à son ego, et il le compare à un alcoolique, en gros. Tu vois, c'est quelqu'un qui a un problème et qui surcompense son problème avec quelque chose. Et un alcoolique va surcompenser son problème, va essayer d'oublier ses problèmes avec l'alcool. Et quelqu'un qui va être, on va dire, un égomaniaque, a un problème dans sa vie et il essaye d'oublier ce problème ou de compenser ce problème ou de se faire sentir mieux en essayant de démontrer à tout le monde qu'il est le plus grand et qu'il est le plus fort. Et vu comme ça, tu peux comprendre aussi la façon dont on peut positionner le danger de l'ego, parce que l'ego peut te faire sentir mieux, en tout cas sur le court terme, avec des dangers qu'on va tout à l'heure argumenter, mais sur le moyen terme ou sur le long terme. Un autre élément qui est important à mentionner, je pense, parce qu'on en a parlé tous les deux dans l'intro,
c'est différencier vraiment l'ego de l'arrogance. Donc on utilise cette définition précise de l'ego, et ça ne veut pas forcément dire voilà, être quelqu'un d'arrogant. Et je pense qu'un exemple utile là-dessus, c'est un exemple qui vient du domaine de la méditation. Donc le domaine de la méditation, un petit peu bouddhiste, etc., est assez intéressé par cette question d'ego, parce que l'ego, c'est quelque chose de central dans le bouddhisme en particulier. Et justement, il y a cette idée que certaines personnes vont commencer à méditer ou vont commencer à pratiquer voilà, des pratiques spirituelles, et tout d'un coup vont se sentir supérieur à tout le monde en se disant moi je suis beaucoup plus zen, je suis beaucoup plus calme, je vois la réalité, et vous êtes ouais voilà, c'est enlightened, t'es trop woke quoi, et autour de toi t'as des gens qui sont des fourmis qui se rendent même pas compte, qui vivent de façon automatique, des moutons qui bouffent à McDo, qui regardent Kim Kardashian à la télé, etc. Et tu peux te retrouver en fait en ayant l'impression de faire de la méditation et de voir au-delà de ton ego. Tu peux te retrouver dans un ego trip où tu te dis je suis tellement plus sain que tout le monde autour de moi. Ce qui veut dire que voilà, l'ego, c'est quelque chose de plus... Dans la façon dont on l'utilise, c'est plus flexible que tu vois, ce que tu l'utilises dans le terme de langage courant. Et essentiellement, ça rapproche voilà, cet accrochement à une image et l'envie de projeter cette image. Effectivement, l'image peut donc être... si l'image de toi-même, c'est quelqu'un de très humble, et si ensuite tu passes ton temps à essayer de défendre cette image, voilà, tu as aussi un ego important, même si en soi, l'humilité, c'est pas forcément le trait de caractère qu'on associerait à l'ego. Et voilà, et du coup, tu vas te retrouver à regarder autour de toi et te comparer aux autres et à te dire que tu es plus humble. Moi, j'ai remarqué dans ma propre vie de manière très tactique qu'un bon signe que je commence à m'accrocher à mon ego, c'est quand j'essaye trop de me comparer aux autres. Et un truc que j'ai remarqué dernièrement et qui m'a pas mal frappé, c'est que quand je vais à la salle de sport, je suis toujours en train d'espionner les poids que les gens portent pour comparer s'ils soulèvent plus de poids que moi ou pas. Et je compte, et il fait « Ah putain, lui, il a 95, c'est juste un peu plus, c'est tout. » Et du coup, ça m'a frappé que c'était un truc totalement inutile, tu vois, de placer mon ego dans le fait que, pour voir si je suis plus fort que les autres. Et donc, et je pense que c'est pareil, si tu te compares tout le temps l'argent que tu gagnes aux autres, et quand les gens gagnent plus d'argent que toi, tu te sens mal, et si toi tu gagnes plus d'argent, tu te sens bien, c'est aussi c'est un symptôme, quoi. Ça te montre que tu as de l'ego dans ce domaine-là. Et donc, je pense que voilà, c'est une petite astuce qui peut être intéressante pour expliquer ce qu'on voulait dire par ego. L'autre élément suivant dont je voulais qu'on parle, c'est pourquoi est-ce que c'est important. Donc, on a fait cette définition de l'ego qui est, c'est vrai, un petit peu philosophique. Mais pour moi, ce sujet est important d'un point de vue assez concret. Parce que les motivations que tu choisis de mettre en avant dans ta vie et la façon dont tu choisis de mesurer ton succès va avoir un impact important dans la façon dont se déroule ta vie et aussi sur la façon dont tu vas voir le monde dans le futur. Donc quand tu choisis aujourd'hui de privilégier quelque chose plutôt qu'une autre, ça va renforcer dans ton cerveau que cette chose-là est importante. Et donc si tu considères que l'ego est un danger, comme moi par exemple, tu vas faire des choix et tu vas essayer au fur et à mesure de te conditionner pour t'accrocher moins à cet ego. D'un autre côté, si tu considères que l'ego c'est une force positive qui te pousse vers l'avant, c'est une motivation qui est utile, tu vas faire un choix différent et tu vas au contraire pouvoir te pousser à renforcer ton ego au fil du temps de façon à pouvoir te pousser vers l'avant. Est-ce que tu penses que c'est une bonne explication de pourquoi est-ce qu'on a ce débat et pourquoi est-ce que ce débat est pertinent au final? Honnêtement, j'ai du mal à voir. Est-ce que tu aurais des exemples de personnes, par exemple, que tu considères qui ont un ego pas important? Je vais prendre un exemple un peu étrange, mais c'est un gars comme Gary Vaynerchuk, par exemple. C'est un mec qui se vante beaucoup, qui raconte toujours comment il est génial, etc. Mais tu perçois pas un désir énorme chez lui de toujours avoir raison, de toujours savoir, etc. Et donc, par exemple, un truc qui est intéressant dans sa carrière, c'est que quand il avait monté son business de vin et qu'il commençait à être vachement connu, il avait écrit Crush It, donc dans le milieu des réseaux sociaux, il était vachement connu, etc. Il a pris une décision de non pas monter une start-up de réseaux sociaux, alors que pour lui, ça aurait été évident de lever de l'argent. Tu vois, il avait tout le réseau, il avait lui-même de l'argent, il était ultra célèbre dans ce domaine, c'était un des plus gros gourous du média social. Et au lieu de monter une start-up, il a été faire un truc où il a décidé de monter une agence. Un truc qui était 1000 fois moins sexy, et il explique qu'à l'époque tout le monde lui a dit mec t'es
t'es vraiment un guignol de monter une agence et de faire du service quand voilà, on va tous monter des applications et faire fortune, tu vois. Pour moi, tu as prouvé exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il a un ego, il se pense tellement fort qu'il voulait prouver à tout le monde qu'il pouvait réussir là où c'est dur. Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens, tu vois, c'est du masochisme. Pour moi, Bah au non, contraire, il est prêt à passer pour un idiot pendant des années, il est prêt à se sentir inférieur. Mais l'ego, c'est souvent ça, c'est montrer que tu es meilleur et donc là où tout le monde dit qu'il n'y arrivera pas, bah, il va le faire quand même parce que lui, il a cette image de lui-même qu'en tant que super entrepreneur qui peut réussir en n'importe quoi. Oui, mais tu vas pas faire du masochisme à faire un truc volontairement plus dur si tu penses que tu réussirais mieux autre part. Je pense pas, non. Je pense qu'il y a dans plein de cas, dans les sports, c'est un bon exemple où les mecs vont se lancer des défis pas possibles et prouver qu'ils sont les meilleurs. Je pense pas forcément que prendre généralement prendre la voie la plus dure alors qu'il y en a une plus facile, justement, c'est une question d'ego. Pour moi, la capacité à résister à la pression extérieure est un signe que les gens ont... Si tu penses, par exemple, Napoléon dans la campagne de Russie, il y a plein de gens qui lui disaient « il va pas, t'es un débile ». Effectivement, il aurait pas dû y aller, c'est un débile. Et il en a rien à foutre parce qu'il a dit « je suis Napoléon, je fais ce que je veux ». Et du coup, il y allait, donc c'était une preuve d'ego, ça, non? Justement, d'en faire que ta tête, est-ce que c'est pas une preuve d'ego? De penser que justement, t'as le meilleur jugement? Bah, si tu veux prouver que tu as le meilleur jugement, j'imagine que c'est une preuve d'ego, ouais. Bon, après, là, à mon avis, on est sur de la sémantique. Tu vois, c'est pour ça que tout ça, c'est toujours très compliqué, en fait. En gros, c'est une question de motivation, quoi. Je propose qu'on passe à la section suivante parce que la section suivante, pour le coup, on sera d'accord. Et c'est le rapport entre l'ego et le bonheur. C'est-à-dire, est-ce que si tu fais ce choix, au final, d'encourager ton ego, quel impact ça a, selon toi, sur le bonheur? Je pense que là-dessus, on est assez d'accord. Bah, je pense que la première chose la plus évidente, et chacun peut le ressentir, c'est que c'est une grosse source de stress. C'est-à-dire que du coup, notamment si ton ego est rattaché, par exemple, à ton succès entrepreneurial, ou je sais pas, à ta beauté physique, ou peut-être parce que tu es un bon athlète, si demain ça se casse la gueule, toi, tu as cette peur-là parce que toute ton identité se casse la gueule en même temps, quoi. Notamment, je pense un bon exercice à faire à ce niveau-là que j'ai fait moi-même, c'est imaginez votre succès actuellement, qu'il soit grand ou petit, et dites-vous, demain, tout s'arrête. Le plus souvent, ce qui fait le plus mal, c'est même pas la perte matérielle ou voilà les choses liées à ça, c'est plus l'image qu'on a de soi-même et l'image qu'on projette aux autres, qui du coup serait totalement invalidée en fait. À ce niveau-là, si tu arrives à diminuer ça, un peu diminuer cet ego, ou en tout cas même le répartir avec plusieurs identités, on a déjà parlé de ça. Toi, juste du coup, le répartir en tant qu'être un bon parent, un bon entrepreneur, un bon athlète et autres, pour qu'il te reste quelque chose si jamais un des trucs se casse la gueule. Je pense que c'est assez important et ça peut justement diminuer le stress au quotidien. Par exemple, tu sens que ton ego est bien réparti? Moi, mon ego est 100%, enfin pas 100%, c'est un peu exagéré, mais très très attaché à mon succès entrepreneurial, clairement. Je pense que c'est mon identité principale d'assez loin. Donc justement, j'essaie de varier un peu ça. Et du coup, si tu varies un peu ça, c'est juste pour mettre tes œufs dans différents paniers. C'est pas parce que tu considères que l'ego peut être un danger. Et si tu diversifies ton ego, est-ce que ça diminue ta motivation, par exemple? Vas-y, répète. Bah moi, je vais donner un exemple. C'est que pendant un moment, je sentais que tout mon ego était dans mon business. Et du coup, j'avais une très forte motivation pour mon business parce que c'était ma seule source d'ego. Et à mesure que mon ego se diversifie, je sens une diminution de mon besoin absolu de réussir. Est-ce que tu ressens cette partie? C'est-à-dire, est-ce que si tu diversifies ton ego, est-ce que ça diminue ta motivation? Si. Non, c'est vrai, tu as raison, ça diminue un peu la motivation. Tu te rends compte qu'en fait, c'est parce que forcément, plus tu accordes d'importance à une chose, plus tu vas être motivé pour réussir à cette chose. Quand tu vois que ça a moins d'importance et que finalement, si ça s'arrêtait, ce ne serait pas la catastrophe totale, c'est forcément une source de motivation qui disparaît. Oui, effectivement, c'est une conséquence assez logique, je pense. Donc du coup, cet élément de motivation, à mon avis, est assez central, en particulier quand on va parler de notre question suivante, c'est-à-dire le rapport entre l'ego et le succès. Et la question ici, concrètement, c'est est-ce que avoir un ego, je ne vais pas dire surdimensionné, parce que c'est une façon pour moi de biaiser la question, mais est-ce que avoir un ego très développé est un danger quand tu veux réussir, mettons, dans un parcours entrepreneurial, ou est-ce qu'au contraire c'est un atout? Et moi je vais faire l'argument justement que ça peut être
Est-ce que tu es content déjà avec ma formulation de la question? Est-ce que tu penses que j'ai biaisé les choses? Ouais, je suis d'accord. Moi, honnêtement, je vais résumer ma pensée en quelques mots. Et c'est en gros, c'est un atout tant que ça marche, et c'est un problème quand ça marche plus, quoi. Tant que quoi marche? Tant que ton business marche? Ton ego, bah, c'est ça, Napoléon, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que c'est son ego qui l'a amené à réussir plein de ses campagnes, et c'est son ego qui a fait qu'il s'est cassé la gueule à un moment, quoi. C'est notamment le fait que je pense que l'ego, ça tend à te faire prendre des décisions, à faire, en tout cas, à porter une grande confiance dans ton propre jugement parce que tu es exceptionnel, donc ouais, ton jugement est plus important que celui des autres. Ce qui peut être vrai en partie, et du coup ça te fait marcher au début, mais au final, à un moment ou à un autre, tu te trompes, et c'est là où tout se casse la gueule, quoi. Je pense que ça revient à peu près à ça pour moi. Mais donc du coup, ça revient à dire ce qui est assez proche de mon argument, c'est-à-dire ça vient à dire que l'ego est un danger énorme, c'est une source de volatilité. Et c'est clair que quand tu pars de zéro, tu peux avoir beaucoup d'ego parce que tu t'en fous d'avoir un danger, parce que sinon t'as rien. Mais que dès que les gens commencent à avoir du succès, ils s'accrochent à leur succès. Mettons que quand tu commences à réussir, si tu es incapable de voir les dangers qui surviennent dans ton business, ou si tu es incapable de voir que la situation change, t'es tellement accroché au fait que t'es le roi du monde et que t'es number one, et tu peux facilement être incapable de voir ces éléments-là. Et c'est un truc, tu vois, qui est pas mal étudié en psychologie. Donc récemment, il y a un bouquin que j'aime bien par Michael Lewis qui étudie des Kahneman et Tversky, qui sont des Israéliens au XXe, qui ont pas mal étudié les biais cognitifs. Et si vous allez écouter sur Marketing Mania ma série sur les biais cognitifs, c'est presque eux qui les ont tous découverts. Et en gros, ils observent que le cerveau humain va facilement trouver des illusions et être incapable de voir la réalité, tu as basé sur les histoires que tu te racontes. Donc il y a toutes les histoires de biais narratifs, etc. Et un cas assez connu, c'est les équipes de baseball, où ils vont avoir des mecs qui sont soi-disant des experts, qui ont une confiance énorme dans leur jugement, parce que toute leur identité, tout leur ego... T'as vu le film Moneyball, toi? J'ai vu le film et j'ai lu le bouquin. Ok. C'est aussi Michael Lewis. Tu vois, ces experts qui sont tellement... Tout leur ego, toute leur identité, et dans le fait qu'ils savent très bien évaluer les joueurs, etc. Et ils sont incapables de voir. Donc concrètement, c'est invisible dans leur cerveau, les joueurs qui rentrent pas dans leur cadre, ou alors les erreurs qu'ils ont faites, tu vois. Et je pense vraiment que ton ego peut te rendre aveugle à certaines choses, et c'est là d'où vient le véritable danger. Et je vais comparer ça à un autre mec que je cite maintenant 40 fois par épisode parce que j'ai lu plusieurs bouquins sur lui, c'est Warren Buffett. Et pour moi, Buffett, ce qui est vraiment fascinant chez lui, c'est que pendant la bulle Internet, il a acheté 0 action. Et tout le monde lui dit, Buffett, t'es complètement con, il achète des actions, tout le monde fait une fortune, etc. Et lui, il a dit, et pourtant à l'époque, tu vois, c'était le Godfather, quoi, c'était le parrain du milieu de l'investissement. Et malgré tout, il a gardé une vision exacte de ses compétences. Tu vois, ça aurait été tellement facile. Enfin, tu t'imagines que la plupart des gens dans ces circonstances, c'est-à-dire que pendant 30 ans, ils ont gagné, et ils ont été les meilleures rentabilités. Comment est-ce qu'à ce moment-là, tu te mets pas à te dire que t'es super intelligent et que t'as un avantage, tu vois? Incroyable. Et que les mecs puissent garder un truc en se disant, en fait, là, on sait pas, on n'y connaît rien, on va même pas aller dessus. Pour moi, c'est un truc qui serait impossible dans une situation où t'as été drivé par ton ego. Tu vois ce que je veux dire? C'est la capacité à avoir une vision exacte du monde. Et ce que je vais donner, c'est que pour moi, l'ego, c'est une excellente source de motivation. Et je pense que dans certains cas, c'est la meilleure source de motivation. Et c'est ça qui fait que... Je pense notamment en termes de sport, je pense que c'est une des meilleures motivations, et ce qui fait que beaucoup d'athlètes, justement, deviennent les meilleurs. C'est 95% d'ego, quoi. Mais ceci dit, les gars, tu vois, les gars qui explosent aussi, après on va aussi leur dire que c'est leur ego, donc ça. Effectivement. Ouais, c'est toujours le même principe. C'est un atout tant que ça marche, et ça devient une faiblesse quand ça marche plus, quoi. Et je pense que la notion de volatilité dont tu as parlé, c'est exactement ça, en fait. Ça inclut une volatilité, ce qui inclut des hauts plus hauts et des bas plus bas aussi. Mais pour moi, je vais peut-être faire une comparaison ultra déloyale dans ce débat, mais pour moi, c'est lié, tu vois, par exemple, imagine un mec qui prend de la coke, quoi.
un trader qui prend de la coke, etc. Clairement, si tu prends de la coke, ça va augmenter ta productivité, tu vas être méga plus motivé, méga plus dynamique, tu vas prendre beaucoup plus de risques, etc. Mais ça introduit un danger énorme, tu vois. Est-ce que tu as envie d'introduire ce danger où t'es propulsé vers l'avant, vers quelque chose qui introduit une volatilité, quelque chose qui peut obscurcir ton jugement, voilà. Pour moi, c'est là où est l'élément central. Et pour revenir sur l'élément de la motivation, pour le coup, j'ai changé de fusil d'épaule depuis qu'on en a parlé pour la première fois. Où toi, tu faisais l'avance que la plupart des gens qui réussissent grâce à l'ego. Et moi, j'étais pas prêt à accepter ça, mais au final, je pense que je suis d'accord avec toi, parce que je pense que c'est vraiment une des meilleures sources de motivation, surtout à une certaine échelle, quoi. Parce qu'à une échelle où tu as commencé à satisfaire tes besoins matériels, qu'est-ce qui va te pousser à continuer à aller plus gros, plus gros, plus gros? Et à mon avis, il y a que deux choses, en gros. Enfin, il y a que trois choses. Soit tu adores véritablement ce que tu fais, ce qui est en vérité assez rare. Je pense que beaucoup de gens se disent qu'ils adorent ce qu'ils font, Ils s'auto-persuadent. mais ils s'auto-persuadent. Ouais, moi, clairement, moi, c'est aussi mon cas. Tu vois, je m'auto-hypnose aussi que ce que je fais est vraiment cool. Et c'est ça, numéro 1. Numéro 2, tu as une vision. Tu veux changer le monde. Peut-être qu'on pourrait mettre Steve Jobs dans cette catégorie ou des gens comme ça, des gens qui ont vraiment. Ou tu vois, Bill Gates avec la Mais malaria. du coup, toi, penser que t'es la personne qui peut changer le monde, est-ce que c'est pas preuve d'un ego assez important? Pas nécessairement. Je pense qu'au final. Beaucoup de gens étant dans la bonne situation ont la capacité de changer le monde, tu vois. Est-ce que Elon Musk t'apparaît comme quelqu'un qui a absolument besoin de prouver qu'il est plus intelligent, ou est-ce qu'il t'apparaît comme quelqu'un qui se dit putain, j'ai l'occasion de faire un truc de J'ai ouf. cette vision, non, c'est vrai. J'ai l'occasion de faire un truc de ouf, peut-être de sauver l'humanité. Elon Musk, c'est peut-être le mec qui a eu la vision la plus grande de toute l'histoire de l'humanité, quoi. Surtout qu'il a toujours insisté que lui, si demain la NASA lui disait on y va, on fait le budget, on y va, tu vois, il leur laisserait la place, quoi. Il a toujours insisté sur le fait, pareil pour les voitures électriques, où il a rendu les brevets publics, les brevets qu'ils avaient, Tesla, il a toujours insisté sur l'idée que lui, peu importe la manière. En fait, c'est ça, je pense. Un bon test sur ça, c'est pour cette personne qui a cette vision de changer le monde, si cette vision est atteinte grâce à quelqu'un d'autre, est-ce que ça lui pose problème? Si ça lui pose problème, c'est parce qu'elle se pensait spéciale, elle pensait que c'était elle-même qui devait accomplir cette vision. Si ça gêne pas, c'est, je pense, une bonne preuve que c'était pas une question d'ego, que c'était vraiment juste une vision qu'elle voulait voir réalité, c'est tout. Tu vois, et maintenant, donne à Elon Musk un ego surdimensionné où il a vraiment l'idée que c'est le mec le plus talentueux au monde. Est-ce qu'il tient le coup est-ce que d'abord il met toute sa thune dans une entreprise de fusée, alors que vraiment, si SpaceX s'était planté la gueule, Elon Musk ça aurait été un loser. Tout le monde serait dit putain, ce mec il est con, il a essayé de lancer des fusées dans l'espace, tout le monde sait qu'il y a que la NASA qui peut le faire. Il a pris un risque énorme sur son ego, alors que pourtant il était déjà riche. Tu vois, avoir juste vendu PayPal, ça suffit à faire de toi un héros dans ton petit milieu. De toute façon, t'es super riche. Du coup, c'est vachement compliqué parce que là, tu peux dire que du coup, c'était qu'il avait un ego trop important et qu'il voyait pas la réalité pour ce qu'elle est, quoi. Pour moi, il met son ego sur la ligne. Il prend un risque en termes de son image personnelle. Il prend le risque de la détruire de façon irrémédiable parce que il a derrière, tu vois, il a la capacité à prendre ce choc, quoi. Il sait que, ok, j'aurais l'air con, mais moi j'ai un truc en interne et je me dis que c'est ça qui est important. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, effectivement, tu peux imaginer. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me rappelle Jeff Bezos. Donc j'ai lu sa biographie et à un moment Amazon, ça se passait très mal du crash justement du .com. Ça, c'était la catastrophe à Amazon. Tout le monde se cassait la gueule et tout le monde était persuadé qu'Amazon serait pareil. Et ce qui surprenait tout le monde, c'était que Jeff Bezos restait super calme, quoi. Et lui, il argumentait en gros que il ferait de son mieux, il verrait ce qui arriverait, mais que lui, fondamentalement, ça ne changerait pas, tu vois. Et justement, c'est parce qu'il n'avait pas en fait, je pense que l'absence d'ego, c'est quand tu es très confiant dans ta propre identité et que tu n'as pas besoin qu'elle soit validée par autrui. Et dans ce cas-là, Jeff Bezos, ce qui fait qu'il est resté très calme dans la tempête, c'est parce que justement, il n'avait pas besoin qu'Amazon reflète son intelligence personnelle, par exemple. Et je pense que c'est assez dur à accomplir. Et tu vois, comme on a parlé tout à l'heure de stress, numéro 1, et numéro 2, de volatilité, je pense que les gens qui sont capables de rester extrêmement stables pendant des longues périodes de temps, quand la réalité matérielle ne confirme pas, tu vois, leurs idées,
tant qu'eux restent stables en interne, c'est un truc qui démontre que l'ego n'a pas pris le dessus. Et je pense que les gens pour qui l'ego est une motivation tellement importante peuvent pas vraiment se maintenir dans ces périodes compliquées et peuvent exploser. Après, le problème qu'il y a quand même avec l'ego, c'est qu'au fond, tu peux jamais vraiment savoir ce qu'il y a dans la tête des autres personnes. Tu vois. Certes. Une personne, tu peux penser qu'elles n'ont pas d'ego, mais en réalité, elles en ont. C'est très compliqué de juger. Effectivement. Clairement, tous les exemples que nous on a donnés, et je pense que c'est aussi le problème que toi tu avais avec le bouquin de Ryan Holiday, il me semble. C'est que c'est des personnes qui sont mortes il y a 2000 ans en jugeant leur caractère, ce qui est un peu audacieux. Donc après, effectivement, là, c'est nous qui essayons de reconstituer pour nous-mêmes une vision du monde sur la base de ce qu'on a vu autre part. Et je pense que pour les personnages précis qu'on a cités, en tout cas, moi, les personnages que j'ai cités, que ce soit Buffett, Steve Jobs, Gary Vaynerchuk, je m'appuie plus sur mon image que je me suis formé d'eux-mêmes par quand même des recherches assez sérieuses. Hein. J'ai quand même lu des biographies, etc. Je m'appuie plus de l'image que j'ai dans ma tête plutôt que sur la réalité de la vraie personne, quoi. C'est vrai que c'est toujours un bémol qu'il faut mettre dans tout ça. Mais je pense que ça sert à illustrer peut-être la façon dont nous on réfléchit à ces questions. Et pour moi, c'est vraiment là où se trouve la valeur des biographies. C'est que tu peux lire un livre sur l'ego et qu'est-ce que ça te dit vraiment sur ta vie. Mais si tu lis des livres sur le parcours de personnes que tu admires et tu réfléchis comment ils ont agi dans une situation ou une autre, ça peut informer, je pense, tes actions ou là où tu vois le danger de l'ego, par exemple. Non, j'ai un exemple vachement intéressant par rapport à ça, c'est que tu m'as recommandé récemment la biographie d'Yvon Chouinard, qui est le créateur de Patagonia. Et c'est là où c'est vachement intéressant, c'est qu'en fait, Patagonia, ils ont fait le choix d'avoir une croissance mesurée. Et à titre personnel, Yvon, qui était donc le CEO, a fait le choix, en gros, de se prendre des vacances de 3-4 mois par an pour aller surfer, pour aller escalader des montagnes, pour aller peu importe. Et toi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, son ego n'était pas tellement placé en termes de chef d'entreprise à succès, mais plus en termes d'un mec qui kiffe, qui aime l'extérieur. Et ça a conduit ça a ensuite conduit ce choix de privilégier cet aspect-là de sa vie plutôt que le fait d'avoir 100% de croissance annuelle avec son entreprise. Effectivement, je pense qu'on peut citer le nom du bouquin. Le nom du bouquin s'appelle Let My People Go Surfing de Yvon Chouinard, qui est du coup le fondateur de Patagonia, une entreprise qui fait du matériel d'extérieur, des vestes d'escalade, ce genre de choses. Et ça rejoint aussi un peu la question de la vision, c'est que par exemple Patagonia, ce qu'ils font, c'est que tu peux leur apporter des vêtements que tu as achetés il y a 30 ans, ils vont te les réparer. Ils perdent des fortunes là-dessus, c'est pas du tout rentable. Mais ils s'en foutent parce que ça représente leur vision du monde et pour eux, c'est plus important justement que la croissance de l'entreprise en tant que telle. Et ils donnent, il me semble, 1% de leur chiffre d'affaires annuel à des associations qui protègent l'environnement. C'est ça. Donc, voilà. Je sais pas, alors est-ce que tu peux nous faire rapidement en 30 secondes ce que tu as pensé toi du bouquin et est-ce que tu le recommanderais à des gens? Parce que moi, c'est un bouquin que j'ai trouvé sur un site d'investissement, donc c'est quand même quelque chose. Un site qui parlait d'investissement et il recommandait ce bouquin et en gros il expliquait que c'était un bel exemple d'une entreprise qui avait su choisir ses propres objectifs au-delà de la pression particulière des marchés et de toujours devoir maximiser le profit. Et je pense que la raison pour laquelle j'avais pensé à toi en le lisant, c'est parce qu'il y avait une histoire intéressante autour des produits physiques et de là où il est parti. En gros, au départ, il faisait juste des pitons d'escalade et de là où il est arrivé. Est-ce que tu as trouvé le bouquin intéressant? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Ouais, il était intéressant. Le seul truc qui est un peu lourd, c'est que justement, il revient beaucoup sur l'aspect social, sur l'aspect environnemental constamment, tout ce que fait. Ça ressemble plus des fois à un manifeste que vraiment une biographie. Mais c'est intéressant parce que au final, ce qui est assez marrant, ironique, c'est que je pense que si Patagonia avait été parti en mode Quechua, tu vois, je suis pas sûr qu'ils existeraient encore en fait. Mais c'est justement en prenant cette voie différente et on va dire en montrant leur commitment, leur engagement auprès de l'environnement, par exemple aussi, ça a été les premiers aux États-Unis, enfin parmi les premiers dans les grosses boîtes à donner des congés maternité, tout cet aspect-là. Ils ont acquis des fans qui jurent que par Patagonia en fait. Et finalement, ce qui peut-être
Et c'est pour ça que l'aspect cynique, en moi, un peu envie de dire que finalement c'était qu'une question marketing, mais je pense pas, honnêtement. Vu le passé du mec, c'est assez cohérent la vision qu'il a eue pour sa boîte. Mais finalement, ce qui est parti d'une bonne action, ça a eu des énormes retombées marketing et ça leur permet maintenant ils ont fait plus de 800 millions de ventes l'année dernière. Et donc c'est intéressant, effectivement, de prendre une voie qui paraît, de façon court terme, qui paraît totalement illogique. Sur le long terme, c'est ça qui a conduit à leur succès. J'avais d'ailleurs, je vais un peu faire de l'auto-promo parce que ça me vient en tête, mais j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là sur YouTube récemment qui s'appelle « Marketing par les valeurs » et qui regardait effectivement comment est-ce que les valeurs que tu défends servent d'éléments de différenciation. Et je n'avais pas cité Patagonia parce qu'il me semble que je n'avais pas encore lu le bouquin au moment où j'ai fait la vidéo, mais c'est vrai que pour ceux qui nous suivent et qui font un produit qui peut être assez difficile à différencier, c'est un concept qui est intéressant. Et puis le bouquin, je trouve qu'il y a un autre aspect dans le bouquin, moi, que j'ai bien aimé, c'est qu'il a toute une section sur les différents systèmes, en gros, sur les process qu'ils utilisent en interne, sur les process de design, et ils rentrent pas mal dans les détails sur comment ils créent le design, justement en accord avec ces valeurs. Et donc, du coup, t'as l'impression... c'est la première fois, moi, que j'ai vu une entreprise engagée sur l'environnement. En fait, c'est un peu le problème. C'est pour ça que j'ai pas tant aimé ce livre, c'est que ça me rendait un peu coupable parce que j'avais aucune de ces... Mais du coup... aucun de ces critères. Moi, du coup, j'ai vraiment apprécié le détail qu'il donnait sur ces éléments-là. Et sur concrètement, ça veut dire quoi une entreprise qui est engagée sur l'environnement? Tu vois, concrètement, comment ça s'applique? Ça s'applique, en gros, on a cherché un fil différent pour coudre nos vestes, pour que ça soit plus durable et pour que la teinture qu'on utilise en Allemagne, elle soit moins polluante, etc. Et il y a tout un process derrière et un système. Et c'est un truc, ils ont des procédures, quoi. Ils ont des SEP qui gèrent ces questions-là. C'est agréable, ça, en fait, parce que la plupart des boîtes, en fait, tu vois notre mission, tu sais, sur leur site, tu vois leur pub qui essaie de transmettre ces valeurs, mais tu regardes, c'est vide, quoi. Alors qu'eux, par toutes leurs actions, ils vivent avec ces valeurs de façon interne. Et c'est pour ça que ça ajoute une certaine authenticité qui est méritée pour moi. Et effectivement, et tu vois, tu as un peu le même truc chez Apple. Donc Apple, on peut en dire ce qu'on veut, mais c'est quand même une entreprise qui défend certaines valeurs en termes d'innovation, de créativité, etc. Et c'est une chose. Et pour moi, vraiment, voir le derrière des coulisses d'Apple, surtout de Steve Jobs, il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver de brainstorming avec Steve Jobs, où il va mener son équipe en brainstorming. Et tout d'un coup, tu vois le process qui se trouve derrière les coulisses, comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce que vraiment cette innovation existe. Et moi, c'est un truc qui me touche vachement plus que la pub où on te dit Apple, la signature, Californie, tu vois. Surtout ce qu'on ressent, que ce soit avec les vidéos Steve Jobs ou donc Patagonia, c'est l'intensité qu'ils ont à défendre ces valeurs, quoi. Toi, là, c'est quelque chose c'est plus important que tout pour eux. Toi. C'est ça que Steve Jobs, on l'a souvent reproché d'engueuler ses employés, mais pour lui, c'était tellement important, tellement crucial que c'était impossible de faire le moindre compromis là-dessus, quoi. Alors que la plupart des boîtes, suivant les situations, ils vont faire des compromis. Starbucks, par exemple, qui était parti dans l'idée on vendra que du café dans nos magasins, le meilleur des cafés. Après, quand Pepsi est venu les voir avec leurs dizaines de millions de dollars, en leur proposant un partenariat pour vendre du café en boisson, la boisson froide au supermarché, ils ont accepté parce que c'était un deal trop gros pour refuser, quoi. Et ils ont du coup un peu compromis leurs valeurs à ce moment-là. Mais du coup, est-ce qu'on peut pas retomber sur Népal, parce qu'on est parti dans une super diversion sur l'histoire des valeurs, c'est un sujet intéressant, mais on est plus sur l'ego. Mais est-ce qu'on ne peut pas vraiment retomber sur Népal sur l'ego en expliquant que si ton entreprise défend des valeurs, c'est une façon différente d'avoir une motivation que d'essayer de défendre ton ego personnel en tant que fondateur. Et est-ce que c'est pas une motivation plus saine, et pas d'un point de vue moral, parce que moi l'aspect moral m'intéresse pas tant que ça, mais d'un point de vue stratégique, dans le fait que tu vois ça va moins avoir tendance à t'aveugler, ça va moins tendance à générer de la volatilité. Au contraire, si tu peux t'accrocher à des valeurs, tu peux au contraire créer des stabilités psychologiques pour toi, pour tes employés, et du coup pour l'organisation, pour la société, pour ton positionnement d'un point de vue marketing, etc. Tu vois, tout ce qu'on pourrait dire. Est-ce que tu vois, ça ne pourrait pas être une motivation alternative, ou si tu peux vraiment croire à tes valeurs, tu pourrais sur le long terme prendre de meilleures décisions et avoir une croissance qui est plus pérenne. Ça, c'est super intéressant parce que c'est exactement la réflexion que je me suis faite. Le premier problème, je pense, que beaucoup de gens vont rencontrer,
c'est qu'on va dire que le domaine dans lequel ils sont, c'est pas forcément facile d'avoir une grande vision, de changer le monde, toi, des valeurs fortes. Je sais pas, si tu vends des assurances, toi, c'est compliqué. Tu peux trouver des moyens, mais c'est compliqué. Par contre, ce qui est toujours facile à faire, ce qui est toujours faisable, c'est justement des valeurs en interne. Par exemple, la façon dont tu traites tes employés, tu vois. Que le fait que tes employés soient heureux, que tu leur offres une flexibilité et ainsi de suite, que ce soit une priorité, ça tu peux le faire. Peu importe ton industrie, c'est une constante. Ou des valeurs de process, à mon avis, tu vois, le fait de sincèrement chercher l'excellence dans la qualité, dans le process, tu vois. Au final, tu vois, si tu es un artisan et que tu fais des chaises et que tu es à fond dans ton truc, tu es plus intéressé par l'art et le process de faire des chaises et comment avoir une chaise de qualité, comment avoir un objet durable, etc. Plutôt que tu es passionné par les chaises, parce que tu es passionné par le fait que les gens puissent poser leurs fesses quelque part. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en interne, être fasciné par un process plus que par le résultat, c'est quelque chose dont on a déjà parlé et qui, à mon avis, c'est quelque chose qui peut aussi être pertinent. J'ai beaucoup lu, tu vois, des gens qui sont des... Non, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'en gros, on admet que c'est pas les chaises de ce mec qui vont pas changer le monde, qu'il n'y a pas de grande vision de révolution des chaises. Par contre, chaque chaise, elle doit être... toi, sa vision, c'est que chaque chaise soit de la meilleure qualité possible. Effectivement. Et dans le cas où ce mec, tu vois, qui fait des chaises se retrouve dans une situation difficile où d'un coup, il y a une crise financière de la chaise, d'un coup, il n'arrive plus à vendre ses chaises. Putain, je sais pas si tu te souviens, la crise financière de la chaise de 2003, putain, c'était dur. Putain, c'était... J'ai dû sortir du il y business. avait nulle part pour s'asseoir, quoi. J'ai dû faire mes boutiques. Hein. Enfin, avant de faire la séduction, j'avais une boutique de chaises, mais c'était compliqué. C'était fini. Ouais. Et donc, tu vois, il se retrouve dans une situation difficile, la crise de la chaise, etc. Si vraiment il est passionné, il met son process avant tout. Tu peux imaginer qu'il continuera à se focaliser sur créer les meilleures chaises et puis au final les choses vont redémarrer, il va trouver une nouvelle opportunité, etc. Mais si il est à fond dans son ego, plus que son succès, mais son bonheur aussi. Son bonheur ne sera pas tant affecté que ça, parce que ce qui comptait pas pour lui, c'était le nombre de ventes, c'était juste de faire des belles chaises. Donc du coup, crise ou pas, s'il continue à faire de belles chaises de bonne qualité, il continuera d'être heureux. Alors que si c'est juste une question de vente, là, ça va se casser son bonheur va se casser la gueule autant que ses ventes. Et à partir du moment où ton bonheur se casse la gueule, ta psychologie interne, tu commences à être aveuglé, tu commences à faire des décisions peut-être qui sont pas les bonnes ou de court terme. À mon avis, les deux, tu vois, sont pas divorcés. Ta psychologie personnelle et la réussite de ton entreprise sont pas divorcés dans la mesure où tu es juste humain et tu es affecté par tes émotions et tu es affecté par ton ego dans les décisions que tu prends. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de laisser le débat là-dessus ou peut-être de résumer rapidement les grands points. En commençant par répéter la définition. La définition qui était donc l'ego, c'est l'image de toi-même que tu cherches à projeter au monde. On a parlé de la question de l'ego et du bonheur. Je pense que là-dessus, on est tous les deux d'accord. Je te laisse résumer ce que tu penses là-dessus. Je pense que si on devait résumer ce que serait un ego sain, je pense que c'est avoir une forte image de soi-même, mais qu'on soit prêt à remettre en cause et qu'on ne cherche pas à défendre à tout prix auprès du monde. Je pense que ce serait un peu c'est plus facile à dire qu'à faire, mais effectivement. Moi, c'est un peu ce que j'en retirais globalement. Effectivement, et trouver du coup, vu que l'ego est une grosse source de motivation, mais que ça a aussi des effets néfastes, peut-être trouver une autre source de motivation qui peut notamment être la vision. Et excellent résumé. Et c'est vrai que pour pas rester sur des éléments trop théoriques, je pense que en tout cas moi, c'est quelque chose qui m'affecte dans ma vie quotidienne, c'est-à-dire, tu sais, qu'est-ce que tu mets en avant, comment est-ce que tu choisis de te motiver quand tu as un jour difficile, qu'est-ce que tu choisis de faire, et est-ce que tu t'imagines le jour où tu seras plus fort que tout le monde et où les gens t'admirent. Parce qu'au départ, moi, je me motivais pas mal comme ça, tu vois, je me motivais pas mal sur putain, un jour, les gens m'admireront quand je serai nomade digital et que je voyagerai au travers du monde et je ferai un podcast pour montrer à tout le monde à quel point je suis un super nomade digital. J'étais un peu motivé comme ça quand j'ai commencé. Je pense que c'est pour ça que tu vas à la salle maintenant, c'est pour devenir Mister Olympia et être comme ça sur le podium, plein d'huile. Effectivement, de toute façon, c'est ta vision, quoi. J'ai mis une photo de Schwarzenegger dans ma chambre, donc j'ai une vision de devenir le prochain de Schwarzenegger. Dans 15 ans, je déménage à Hollywood. Donc voilà, tu vois, c'est quelque chose qui pour moi est assez concret dans la façon dont tu te motives au quotidien. Donc on va laisser les auditeurs réfléchir à eux, leur source de motivation. Et est-ce qu'ils se sentent motivés plus par l'ego ou plus par autre chose, et
Est-ce que vous avez déjà ressenti dans votre vie des moments où l'ego était un danger particulier? Moi, il y a des points spéciaux de ma vie. En général, comme tu l'as très bien mentionné, les moments les plus difficiles où les choses ne marchent pas aussi bien qu'on veut, où je sentais vraiment le côté obscur de l'ego qui peut amener chez moi en tout cas une forme de dépression où j'ai beaucoup moins d'activité, de capacité à avoir de l'énergie parce que justement je sens que mon image personnelle est en danger et tu vois il y avait rien de plus profond au-delà pour faire le pont, quoi. Il y avait rien de plus durable que l'image que les gens peuvent avoir de toi et qui est vrai que c'est assez fragile. Petite section lifestyle, Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Alors, c'est un article, du coup, je mettrai le lien dans justement l'article du podcast. Et en fait, c'est un mec qui donne ses 7 leçons pour réussir. Alors là, tu te dis, putain, encore un autre connard sur Medium qui va me faire chier. Ouais. Non, mais en fait, là, ce qui est parti avec lui, c'est qu'en fait, il est totalement paralysé. Il me semble que tout ce qui peut bouger, c'est ses yeux, peut-être un peu sa bouche. Attends, non, il dit... Ouais, c'est ça. Non, ses yeux et ses lèvres, mais il ne peut pas parler. Et donc, ce mec, en gros, c'est un blogueur maintenant. Il gagne, c'est ce qu'il dit, il gagne plus de 10 000 $ par mois. Et en lisant son article, tu te rends compte de toutes les difficultés qu'il a dû rencontrer pour en arriver là. Et de façon très, très égoïste, en fait, après l'article, tu ressens une grande gratitude, justement, de la chance que tu as. Et aussi, et tu saisis... justement les opportunités comment dire, de façon assez simple, en fait, tu vois toutes les difficultés qu'il a dû traverser lui, et tu te rends compte à quel point pour toi c'est accessible, en fait. C'est un peu ce que j'en ai retiré. Notamment, il y a un passage où, en gros, sa mère, pour qu'il puisse continuer à respirer, il faut qu'elle lui pousse à un certain endroit, et pour qu'il survive en attendant que l'ambulance arrive. Et pour ce faire, elle est obligée de lui casser les côtes, quoi. C'est des trucs comme ça. Il a une vie extrêmement dure et il a réussi à en tirer le plus possible. Et à ce niveau-là, c'est une vraie leçon, et c'est à lire, ça donne beaucoup de boost. Ouais. Donc, je mettrai le lien directement dans la description du podcast. Effectivement, le principe un petit peu de contraste. Moi, j'aime bien lire des bouquins de ces deux gens qui sont genre coincés sur l'Everest ou coincés sur une tempête dans un bateau, des trucs comme ça. De façon très égoïste, ça me permet de mettre mes problèmes en perspective, quoi, assez rapidement. C'est assez immédiat, ouais. Bah, moi, honnêtement, après avoir lu ça, j'avais presque envie de me taper tout seul. Ou si quelqu'un vient me frapper, parce qu'effectivement, on se plaint pour... Quelqu'un vient te casser les côtes, quoi. C'était ça. Ouais, c'est ça. Moi, ma recommandation, ça va être un documentaire que j'ai entendu récemment mentionner sur un podcast. Il me semble que c'était un podcast de Tim Ferriss. Le documentaire s'appelle Grizzly Man, réalisé par un mec qui s'appelle Werner Herzog. Et à mon avis, c'est un truc qui est assez bien dans la thématique de l'ego. C'est l'histoire d'un mec qui prend une caméra et qui passe tous ses étés pendant 13 ans avec les grizzlies en Alaska, et qui se filme et qui fait une espèce de proto-vlog. Ça ressemble un peu à un espèce de vlog, mais c'était au début des années 2000 qu'il a filmé tout ça. Et donc du coup après ils ont récupéré ces enregistrements, ils en ont fait un documentaire qui s'appelle Grizzly Man. Et il y a vraiment une réflexion intéressante sur l'idée de l'ego. Quelle est la motivation de ce mec d'aller se planquer avec des grizzlies? C'est assez marrant, c'est assez intriguant. Il y a toute une galerie de personnes qui vont interroger. Je recommande aux gens qui sont intrigués par cette description d'aller voir le trailer qui est disponible sur internet. Et si vous êtes quelqu'un qui aime bien ce genre de documentaire, comprendre vraiment des personnalités particulières, le documentaire est super bien réalisé. Je l'ai regardé récemment et ça m'a pas mal... C'est un truc vraiment il n'y a pas de réponse facile sur ce mec. Ça m'a fait penser un petit peu à Into the Wild, c'est ce que j'allais dire. Où j'avais lu aussi ce bouquin-là. Mais c'est marrant parce que est-ce que tu l'as regardé à la sortie, Into the Wild? Est-ce que tu l'as regardé récemment? Parce que je l'ai regardé à la sortie, j'avais peut-être 15 ans, 14 ans, et quand j'ai regardé, je trouvais ça super inspirant, machin, mais qui est génial. Et j'ai regardé il y a un an, et j'ai trouvé le mec absolument insupportable, en fait.
Et c'est marrant la différence de perspective par rapport à ça, comment tu peux voir le personnage principal. Alors moi, je peux pas ajouter là-dessus parce que moi, j'ai pas vu le film. En revanche, j'ai lu le livre récemment. Ah mais encore, ça c'est les gens les plus insupportables du monde. Moi, Ouais, j'ai je lu suis le chiant. livre. Je suis chiant, j'ai lu tous les livres à intellectuel. chaque fois, ouais. Désolé. Parce que j'adore Krakauer qui a écrit le bouquin et le livre est écrit du coup par Krakauer qui a une très très grande empathie pour Christopher, je me souviens plus de son nom. Et donc du coup, le livre te donne un peu les deux points de vue. C'est-à-dire le point de vue de c'est un mec complètement débile, il a pas pris ses précautions. Et le point de vue de il avait une vision, etc. Mais c'est vrai que le livre est quand même a une grande empathie pour lui, a une grande affection pour le personnage qui suit. Du coup, tu en ressors avec une moi je suis ressorti du bouquin en tout cas avec l'impression que c'est un mec qui avait vraiment des difficultés, une douleur et qui a essayé de résoudre à sa propre façon. Et au final, voilà, ça s'est mal passé pour lui, mais c'était pas parce qu'il était pas suicidaire ou il était pas complètement starbé. Voilà. Mais il y a vraiment un parallèle un peu entre les deux, avec Grizzly Man. Et ça te donne je sais pas, ça te donne la vision de quelqu'un qui confronte ses problèmes d'une certaine façon, voilà, qui moi m'a semblé cool. Je regarderai. Sur ce, on va se quitter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur le site. L'erreur Voilà. là, c'est pas jeudi prochain, c'est dans 2 jeudis. Ah, dans 2 semaines. J'étais parti en complètement pilote automatique à lire mon script comme un zombie. Effectivement, maintenant on est passé à une fois toutes les 2 semaines, donc on se retrouve. Ah ouais, cela, ça va pas du tout. On se retrouve J'espère qu'on va donc pas se faire de commentaires iTunes là-dessus, quoi. Tu sais, un commentaire 3 étoiles. Podcast très bien, mais les animateurs ne savent même pas leur récurrence. Voilà, donc vous l'avez compris, on se retrouve plus tard sur Nomade Digital. Laissez-nous une évaluation, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous sur iTunes, etc. Vous connaissez le pitch. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines.